Oui, alors c'est vraiment la question qu'il faut poser au début. Qu'est-ce qu'une forêt? Donc je vais exposer un peu en quoi consiste une forêt naturelle telle qu'elle est voulue en fait par toute l'évolution de la nature, quelle est la fonction d'une forêt dans un paysage, sur un continent, et qu'est-ce qui est dérivé d'une forêt qui n'est plus vraiment une forêt. Par exemple, lorsqu'on fait une plantation où on diminue le nombre d'espèces au point d'en arriver plus qu'à une monoculture, et là, quelles sont les différences, qu'est-ce que ça implique et quelles sont les perspectives pour les deux options, toujours avec le terme de sylviculture, c'est-à-dire gestion. Une forêt naturelle en libre évolution n'a pas besoin d'être gérée sylviculturalement, mais les forêts dont on aimerait vraiment tirer du bois et d'autres produits aussi, a besoin d'une forme de gestion. Alors, quelles sont les options, quelles sont les possibilités de gérer les forêts? Voilà un peu les sujets que je vais aborder ce soir. Oui, alors ça dépend de quelle forêt on parle. Est-ce qu'on parle de forêts naturelles qui se sont implantées, qui se sont développées dans un milieu donné, sous des conditions données? Ou est-ce que c'est le fait d'avoir rasé ces forêts et remplacé par des forêts artificielles? En général, on sait que les forêts artificielles, on observe que les forêts artificielles ont beaucoup plus de peine parce qu'elles n'ont pas le régime hydrique d'une forêt naturelle qui s'est implantée, qui s'est mis, c'est du fine-tuning, comme on appelle en anglais, qui s'est établi progressivement. Ici, on a même des forêts qui assèchent une région. Lorsqu'on plante de l'eucalyptus en monoculture, on assèche une région. Et aujourd'hui, il ne faut surtout pas faire ça, puisqu'on a besoin d'eau. Il y a des années favorables comme cette année-ci, mais lorsque ça devient chaud et sec, les canicules, on a vraiment besoin d'avoir des réserves. Donc ces forêts asséchantes, comme des forêts de résineux purs, dans des régions originellement de feuillus, ça peut devenir un problème et elles souffrent. Donc, comment vont les forêts? Elles souffrent lorsqu'elles sont trop artificialisées. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas planter de résineux et avoir du résineux pour avoir des sillages. C'est en fait le pain quotidien des scieries, c'est le résineux, ce n'est pas le feuillu, à part le chêne. Eh bien, on peut avoir une certaine proportion de résineux dans des forêts feuillues, mais la gestion est différente. Je vais en parler ce soir. Je trouve important de se mettre au clair avec la terminologie, l'exploitation. On sait déjà à quel point c'est problématique lorsqu'on parle d'exploitation de l'homme par l'homme. On sait ce que ça signifie. Et finalement, lorsqu'il s'agit de tirer des produits, il y a deux domaines dans lesquels on peut faire ça. Lorsque c'est le domaine minéral, là c'est vraiment une exploitation minière et le terme ici est tout à fait justifié parce qu'il n'y a pas de régénération de ce qu'on a tiré. Donc là on exploite une mine, on tire un élément du domaine minéral. Mais lorsque c'est du vivant, je préfère le terme de gestion parce qu'il faut faire attention de maintenir la vitalité de cette forêt, en l'occurrence, et de la gérer de manière à stimuler aussi certains processus. Donc c'est beaucoup plus subtil que simplement exploiter. Vous pouvez exploiter une forêt, puis après il n'y a plus de forêt. C'est trop simple. Donc il faut devenir conscient que la sylviculture, c'est par exemple une formation que j'ai suivie moi-même, qui dure 5 ans. 5 ans de formation universitaire pour acquérir les bases de la sylviculture, y compris la phytosociologie, la sociologie végétale, naturellement l'anatomie du bois, pour savoir quel bois peut être utilisé, pourquoi. Tout ça, c'est des savoirs très importants qui permettent ensuite de faire de la valeur ajoutée maximale avec ces produits de la forêt, y compris les produits non ligneux, c'est-à-dire on parle naturellement de la faune aussi, qui est un produit. Et le terme produit est aussi réducteur ici, mais une composante de la forêt, les plantes médicinales, etc. Tout ça, ça fait partie d'une forêt gérée naturellement. Ça veut dire qu'il y a une bonne sylviculture et une mauvaise sylviculture? Il y a toute une gradation. C'est toujours mieux de faire de la sylviculture que pas de sylviculture, mais je vais montrer comment on a toute une série d'options qui vont de
de beaucoup de naturalité, un maximum de naturalité jusqu'à un minimum de naturalité. Mais on travaille toujours avec la nature. Donc là, on peut vraiment chaque fois aller dans un sens plutôt que dans l'autre. Oui, c'est un peu un dilemme devant lequel on se trouve. Et déjà dans la question, formulée ainsi, on a besoin de bois pour se chauffer et ensuite pour construire des meubles. Et en réfléchissant à ça, on a mis au point, en fait, dans la sylviculture, toute la filière forestière, on a un principe, en fait, qui a aussi une très grande valeur du point de vue économique. C'est qu'une économie florissante est une économie qui fait beaucoup de valeur ajoutée. Et une économie qui cherche un maximum de valeur ajoutée est plus puissante qu'une économie qui ne fait pas attention à la valeur ajoutée. Donc concernant le bois, le maximum de valeur ajoutée, c'est dans le bois construit pour des structures ou bien pour l'aménagement intérieur. Ensuite, c'est pour les produits dérivés du bois industriel, les panneaux de particules, les panneaux de fibres. Et ensuite, c'est la biomasse ligneuse pour la chimie. Et tout à la fin, c'est le bois énergie. Il a le minimum de valeur ajoutée. Il y a très peu de postes de travail, il y a très peu de mise en valeur possible. C'est vraiment la manière d'utiliser le bois la moins intéressante finalement. Et la solution, c'est d'aménager les bâtiments, parce qu'il faut partir de ce qu'on est, de ce qu'on a, de la situation actuelle. Ce qu'on peut faire avec le bois, c'est aménager l'intérieur de tout le bâti, de tout l'habitat, pour le rendre bien plus confortable et pour qu'il ait moins besoin d'être chauffé. Lorsque vous habillez les parois en bois, les parois d'un bâtiment classique, conventionnel, avec du bois, vous avez l'effet de parois chaudes et vous avez moins besoin de chauffer. Jusqu'au point de ne même plus avoir besoin de chauffer, vous diminuez les besoins d'énergie. Donc ce principe de cascade permet de retourner un peu la réflexion et de se demander comment construire de manière à ne plus avoir besoin de chauffer. Juste à l'exception d'un petit feu de bois qui reste visible pour le luxe. Finalement, c'est un petit peu un changement de société aussi que vous proposez là. C'est un changement de société, c'est de réfléchir à la manière de s'environner, de se laisser, d'entrer dans un autre habitat. On a côtoyé le bois pendant des centaines de milliers d'années, on a habité dans du bois, et c'est un matériau organique. Et le fait de retoucher du bois, ça fait fonctionner d'autres parties du cerveau que lorsqu'on touche du métal ou du minéral. C'est physiologique. Et de retrouver ces connexions-là vont nous faire du bien aussi au niveau de la santé, des frais de santé, tout ça. C'est toujours du côté d'être plus en adéquation avec notre nature organique. Alors quand je parlais de phytosociologie, de sociologie végétale, on sait finalement que chaque forêt a son cortège de plantes qui vont avec, et c'est pas n'importe quoi qui vit avec n'importe quoi. C'est toujours des profils bien particuliers qui sont tels que c'est un maximum d'avantages pour chacune des composantes. On appelle ça aussi la coévolution, la forêt avec sa faune, avec sa fange, les champignons. Et tout ça, ça fonctionne grâce au principe de synergie, de partenariat. Il n'y a pas uniquement le principe de concurrence. Donc une fois qu'on a compris la forêt ainsi, on se rend compte qu'il faut rechercher des êtres humains dans la société qui sont différents de nous et essayer d'établir le dialogue et voir de quelle manière l'autre peut nous enrichir, et inversement. Donc, plutôt que de suivre aveuglément une loi que souvent on essaie de nous imposer, c'est la loi du plus fort, il faut être plus fort que les autres, etc. Ça, c'est le darwinisme social. Aujourd'hui, on se rend compte que la nature ne s'explique pas ainsi. Il y a d'autres principes, par exemple le principe de la beauté. Dans l'évolution, Francis Allais, le grand forestier tropical, vient de sortir un livre sur la beauté du vivant, en montrant que l'évolution, c'est autre chose que simplement la loi du plus fort. C'est la loi du plus beau et du plus fantaisiste, même si ça coûte cher du point de vue du succès écologique.
Oui, je vais faire un parallèle avec, justement, je reviens avec ce principe de cascade, c'est mieux vaut investir ces précieux matériaux organiques tels que le bois, mais on peut faire avec la paille, avec le chanvre. La France est championne du chanvre pour isoler, employant ces matériaux précieux pour construire des bâtiments à énergie zéro. Ça, on connaît très bien, je suis d'une école d'ingénieurs, on sait construire sans avoir besoin d'énergie pour se chauffer. Et surtout n'employant pas le meilleur de nos forêts pour chauffer des bâtiments mal construits. C'est ça le problème. Et si on entre trop dans cette logique, moi je connais le cas du Ghana, où on a installé des scieries qui aujourd'hui sont vides. Il n'y a plus personne qui travaille dans ces scieries. Pourquoi? C'est parce qu'on a mis ces scieries en bordure de forêt. Les forêts ont tout été rasées, tout a été scié et transformé. Et maintenant ces ruines sont là. Alors essayons de ne pas avoir des ruines de centrales énergétiques alimentées par les forêts parce que ça en mange trop. Et c'est dommage d'utiliser les forêts pour ça. Et même lorsque des bois de moindre valeur, par exemple catégorie bois de feu avec d'autres prix, on a des manières de construire en bois massif, en multicouches, où on incorpore le bois de feu, catégorie feu, à l'intérieur des parois. Et ça permet d'avoir des parois à la fois porteuses, isolantes, et qui respirent, qui donnent un climat intérieur extrêmement agréable. C'est des maisons qui se chauffent avec presque rien. Donc le bois est un matériau trop précieux pour le brûler intempestivement. C'est déjà mieux de planter des arbres que de ne rien faire. C'est encore mieux de planter les arbres qu'il faut dans un endroit donné. Et si on en plante plusieurs, c'est en tout cas planter du mélange plutôt que toujours les mêmes, sortir des schémas finalement. Et lorsqu'on donne aux enfants la possibilité de planter des arbres qui ont toute une vie devant eux, c'est quand même une démarche très très importante parce qu'ils auront un être vivant qu'ils auront peut-être fait germer, pousser comme une plante en pépinière et ensuite transplanter. Il faut ces deux étapes. C'est un être vivant qui a besoin de leur protection pendant les premières années. C'est comme un enfant en fait, il est encore trop faible. Et une fois que l'arbre a sa force, il va pousser par lui-même, il n'aura plus besoin d'être arrosé. Et une fois que cet arbre aura pris toute son ampleur, son envergure, l'enfant va pouvoir se dire, voilà, tu es là, tu as réussi à exister sur Terre grâce à moi, j'étais intéressé à ce que tu sois ici, et tu vas me dépasser, une fois que je ne serai plus là, tu seras encore là. Et c'est pas mal ça comme cadeau à faire à quelqu'un. C'est comme d'avoir un autre genre de famille, une famille agrandie, c'est-à-dire quelqu'un nous succède pour lequel on est important. Et c'est, je pense, du point de vue psychologique, beaucoup plus important que ce qu'on imagine. Les gens déracinés, les gens qui sont les migrants, etc., qui ne savent plus où trouver une place sur Terre, leur donner l'occasion de planter un arbre. Et là, ils ont un cordon ombilical avec la Terre qu'ils pourront toujours retrouver. Magnifique question. Il y en a beaucoup de messages. Mais oui, c'est chaque fois un thème particulier. Aujourd'hui, je vais parler des sylvicultures, mais le message, oui, c'est quand même ça. Le message essentiel, c'est apprenez à connaître, essayons de comprendre ce qui nous relie au vivant. Le vivant, nous sommes traversés par le vivant. Et on a accès en fait à l'idée qui est derrière ce qu'on rencontre. Un arbre, c'est aussi quelque chose de pas seulement visible, c'est aussi quelque chose d'invisible, qui a son comportement, qui a ses affinités, qui pousse plutôt avec telle espèce qu'avec telle autre. Quelle est l'essence d'une essence? Quel est l'esprit d'un arbre? Et ça, on se rend compte que par notre pensée, on arrive finalement aussi à entrer en connexion avec la pensée qui réside dans cet arbre, peut-être. Donc, vivant, nous sommes traversés par le vivant, et pensant, nous sommes traversés par le pensant. On a accès en fait à l'intelligence hors de nous. Et une fois qu'on n'a jamais fini, naturellement, c'est une découverte permanente, on arrive à l'évidence que le rapport juste par rapport au vivant, c'est le respect. C'est le respect et aussi le principe de la coévolution. On est là pour vivre ensemble,
Et on a le droit de prendre, bien sûr. Les animaux se nourrissent aussi du végétal ou d'autres formes animales. Nous également, on n'est pas obligé de devenir tous véganes ou végétariens. On entre entièrement dans cette logique. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on donne en retour? Et là, on revient au départ. On n'est plus en termes, ici sur Terre, en termes d'exploitants, mais de gestionnaires et d'amplificateurs de beauté, peut-être. J'en sais rien, c'est les autres qui disent ça. Moi, j'essaye d'écrire comme ça me vient et j'essaye de formuler des phrases qui ont un peu de rythme et qui me parlent à moi. Et puis finalement, ça parle peut-être aussi à d'autres.